C'est un terrible et effroyable drame que nous évoquons ici aujourd'hui. Et il s'est déroulé le matin du samedi 11 novembre 2000, dans les Alpes autrichiennes, au sein de la petite station hivernale de Kaprun, qui compte tout juste 3000 habitants permanents. Nous sommes ici, dans le district de Zell am Inn et le land de Salzbourg, l'autre grande ville du pays, après Vienne, la capitale. C'est l'ouest de l'Autriche, ce pays essentiellement montagneux du centre de l'Europe. On est là, à 800 mètres d'altitude, et partout autour les sommets culminent allègrement à plus de 3000 mètres. On l'aura deviné sans peine. Ici, l'activité majeure, quasi exclusive, surtout en cette saison hivernale qui démarre, ce sont les sports d'hiver, avec toute la panoplie quasi illimitée qu'ils offrent. Mais dans cette petite ville sans histoire jusque-là, et en quelques minutes à peine, dans l'une des installations d'accès à la haute montagne, un incendie, au départ mineur, mais se développant à une vitesse vertigineuse, et qui a pris naissance dans la cabine de conduite d'un funiculaire, à l'approche d'un tunnel situé sur la voie, va provoquer la mort par asphyxie de 155 personnes. Le funiculaire de Kaprun en allemand, Glenscherbahn Kaprun ou Glenscherbahn Kaprun 2, est un funiculaire sur rail, installé en Autriche, à Kaprun, une typique station de sport d'hiver du massif des Hohen Tauern, à l'ouest du pays. Construit en 1974 pour accéder au glacier de Königsternborn, il illustre parfaitement l'engouement toujours fort pour la montagne et ses plaisirs. Il est composé de 2 trains qui circulent simultanément, l'un en montant, l'autre en descendant, chacun avec son propre conducteur. Les 2 rames se croisent à mi-route sur une voie de dégagement spécialement aménagée dans un long tunnel. Il n'y a là rien que de très normal, ce genre d'équipement existant partout à travers le monde et bien sûr en France. Comme par exemple la station de Digne dans le département de la Savoie qui est équipée d'un funiculaire de même conception appelé la Grande Motte. Mais conçu 20 ans plus tard, en 1993, il avait déjà vu les normes sécuritaires se durcir sensiblement. Et c'est tant mieux. Jamais d'ailleurs il n'y a eu d'incident notable ou d'accident grave, voire d'interruption de service significative, avec cette exploitation qui fonctionnait plutôt bien. Et ce samedi, fort logiquement, alors que le temps est au beau fixe, il y a foule qui se presse à la station de départ du bas. Tout le monde veut profiter des conditions exceptionnelles d'enneigement et de glisse sur les sommets. La station de départ, dite la station d'aval, est située à 911 mètres d'altitude. De là, la rame montante emprunte un premier tronçon en viaduc métallique de 400 mètres de long, puis s'engouffre dans un long tunnel de 3500 mètres pour arriver, sans ressortir jamais au jour, à la station d'altitude située, elle, à 2446 mètres. Le dénivelé est tout de même de 1535 mètres. Avec des pentes moyennes de 42%. La durée du trajet, qui se déroule à la vitesse constante encadrée de 10 km/h, est calibrée sur 7 minutes et les rames se succèdent à cadence régulière, du petit matin à la toute fin d'après-midi, comme dans bien des stations de sport d'hiver. Alors qu'une rame, dont le nom est évocateur, Chamois de Kiensten,
chargé de 167 personnes, ce qui est très proche de sa pleine capacité réglementaire, qui est de 180 passagers, plus le conducteur, dans sa cabine de conduite située à l'extrémité avant, s'élance vers les sommets. Elle arrive au droit d'un tunnel creusé à la même roche et dans lequel elle doit passer. Il n'est pas 9 heures du matin. C'est là aussi qu'elle doit creuser la rame descendante. Mais le funiculaire va apparemment s'arrêter tout seul, à l'entrée inférieure du tunnel, exactement à 530 mètres de la base de lancement, donc en clair à 130 mètres dans le tunnel, et le tout sans que le conducteur intervienne. C'est typiquement une mise en sécurité technique, mais ce sera à vérifier par les experts. La station supérieure a perdu tout contact radio avec la rame montante à 9h10 très précisément. La communication est interrompue. Il n'y a plus d'émission ni de réception. Et c'est là, juste au moment d'entrer dans l'obscurité du tunnel, qu'un incendie va se déclarer. L'incendie a été provoqué par une fuite de liquide de frein hydraulique, échappé d'une gaine et qui est entré en contact avec un appareil de chauffage à usage d'habitation installé dans la cabine arrière du conducteur. Vide au moment du drame, son ventilateur défectueux ayant entraîné une incandescence. Comme les conducteurs alternaient toutes les 10 minutes de cabine, à la montée puis à la descente, ils ne prenaient pas la peine d'éteindre ces appareils. Noterons déjà, même pour le novice que nous sommes, que ce genre d'installation électrique et de chauffage est strictement prohibé dans les transports publics de passagers. Et l'enquête judiciaire plus tard révélera d'autres anomalies tout aussi graves. À bord de la rame, dès que les premières effluves de gaz toxiques pénètrent de l'avant vers l'arrière, c'est la panique. Et précisons que l'obscurité environnante ajoute bien entendu à cette panique. Le tunnel de Kaproun étant en forte pente, les fumées toxiques se sont répandues très rapidement vers le haut du tunnel, à cause du tirage thermique, comme dans une cheminée. C'est un phénomène classique en cas d'incendie, que tous les secouristes connaissent et appréhendent. Les passagers se rendent compte du drame qui se joue et tentent de briser les vitres, mais il n'y a pas de brise-vitres accessible pour eux. La lumière de secours semble défaillante, les extincteurs portables font défaut et, comble de malchance, les portes situées à l'arrière refusent de s'ouvrir. C'est manifestement un piège terrible. Que faire ? On se rue dehors, on court, et avec un réflexe vieux comme le monde, qu'on retrouve ailleurs, les gens courent vers l'avant, escaladent la pente raide pour gagner le sommet. C'est là une erreur fatale qui coûtera la vie à la plupart d'entre eux, car la fumée montait elle aussi, poussée par l'aérage du tunnel et le sens du vent. Presque tous les passagers, paniqués, se suivent l'un l'autre, sans guide ou personnel de la société d'exploitation présent. On choisit de marcher vers la sortie supérieure, l'endroit où se dirigeaient les fumées toxiques. La totalité de ces passagers, soit 150 personnes, sont décédées, asphyxiées par les fumées ascendantes. Quand le bilan sera établi par les secours, arrivés en masse sur place, il sera terrible. En effet, seules 12 personnes sont parvenues à sortir du tunnel enfumé au début de l'incendie et ont survécu. Elles doivent toute la vie au réflexe professionnel d'un sapeur-pompier bénévole, hors service, qui les a aussitôt entraînées vers l'arrière, vers le bas, vers l'air libre. Ce seront des témoins précieux pour les enquêteurs. Pour survivre, 10 Bavarois et 2 Autrichiens ont en effet dévalé à toute vitesse 600 mètres d'escalier grillagés, avec des chaussures de ski aux pieds, en direction de la sortie inférieure du tunnel. Mais parmi les victimes décédées, on notera au total 92 Autrichiens, 37 Allemands, 10 Japonais, 8 Américains, 4 Slovènes, 2 Néerlandais, 1 Britannique et 1 Tchèque.
3 autres personnes décéderont de surcroît à la station supérieure, joliment dénommée Alpine Center, très vite enfumée elle aussi, ainsi que 2 autres personnes dans la rame descendante, soit le machiniste et le seul passager à bord. Malgré les circonstances terribles, c'est un petit miracle, car à cette heure précoce de la matinée, on ne descend pas encore en vallée. Ils essayaient de porter assistance aux victimes, paniquées, mais décéderont, eux aussi, par suffocation. C'est alors l'un des accidents ferroviaires européens les plus meurtriers. Et le comble, c'est qu'il s'est déroulé dans l'un des pays du vieux continent où on dit ne pas rigoler avec la sécurité. Dès l'alerte donnée, et elle fut heureusement assez rapidement en raison du non débouché de la rame du tunnel et des alertes émises par la station du haut, les secours vont s'organiser. Les 2 centres de secours locaux, Kaproun et Zell Amsi, sont vite asphyxiés de demandes d'intervention. Ils engagent la totalité de leurs moyens en personnel et matériel, réservistes et bénévoles rappelés. De Salzbourg à Nienbrook, les 2 grandes villes situées respectivement à 100 et 145 km de Kaproun, des colonnes de secours affluent. De partout, les secours vont aussi affluer sous la coordination d'un officier supérieur des sapeurs-pompiers. Une noria d'hélicoptères de la police autrichienne, du secours alpin autrichien et surtout de l'armée autrichienne vont se positionner dès la fin de la matinée dans une immense prairie en bas de la station de départ. Leur rôle en matière d'évacuation des victimes sera crucial. Mentionnons ici, pour être tout à fait objectif, que les autorités autrichiennes s'attendaient à un bilan terrible, vu les circonstances du drame. Sans rien divulguer, on évoque le chiffre de 200 victimes au moins, car on ne sait encore rien, ou trop peu de choses de la rame descendante. Sur place, la remontée des corps jusqu'à la station intermédiaire de Brinsen-Alp, située techniquement exactement au milieu de la ligne et d'où un tunnel de secours conduit à la surface, commence. Dès le départ, une question se pose aux enquêteurs. Question cruciale. Comment va-t-on identifier toutes les victimes? Alors, on fait à l'ancienne, la bonne vieille méthode éprouvée que tous les enquêteurs connaissent bien et pratiquent. On a ainsi recherché l'identité des propriétaires des voitures abandonnées dans les parkings proches de la station de départ. On essaie aussi de regrouper des milliers de demandes d'informations de la part de familles qui se manifestent. Une fois le tunnel désenfumé, au bout du 4e jour, ce sont les 60 militaires qui se sont relayés toute la nuit du lundi 13 novembre au mardi 14 novembre, à l'intérieur du tunnel maudit, pour retirer les corps restants. Le soir du mardi 14 novembre, 128 corps avaient été remontés à la surface et transférés progressivement à l'Institut médico-légal de Salzbourg, où les premières analyses d'ADN ont enfin pu commencer. Il s'agit aussi de déterminer avec précision, en analysant des tissus de poumons, quels gaz ont été inhalés par les victimes et en quelle quantité. La découverte de la nationalité exacte et de l'âge de toutes les victimes devrait également prendre du temps. Un grand nombre de jeunes se trouvaient vraisemblablement à bord du funiculaire au moment du drame. C'est ce que confirment hélas les premiers indices relevés. Voiture abandonnée, affaires retrouvées, demandes d'informations émanant des familles, etc. Après avoir été retardé le jour du drame par la persistance de fumée toxique, puis toujours le dimanche matin, les équipes de recherche ont enfin pu pénétrer dans le tunnel.
elles ont choisi de le faire par le haut, pour éviter tout accident, au cas où l'incendie aurait endommagé les câbles retenant la deuxième voiture de la rame qui menace de se décrocher. Mais les travaux des sauveteurs restent néanmoins difficiles et sont régulièrement retardés par le vent. Le vent alpin qui souffle violemment en cette saison d'entrée d'hiver et gêne considérablement la noria incessante des hélicoptères de la police autrichienne et de l'armée autrichienne. On commence à comprendre ce qui s'est passé. 24 victimes ont été trouvées dans et à côté du funiculaire, dont il ne reste que le châssis totalement calciné. Certains passagers, voulant échapper au feu, ont couru vers le haut du tunnel, jusqu'à 70 mètres au-dessus de la machine avant de succomber. Ils n'ont jamais pu atteindre l'air libre. Les enquêteurs, à la tâche depuis le matin du drame, ont découvert le mardi 14 novembre un nouvel indice sur la rampe menant au tunnel. Il s'agit de traces d'une substance graisseuse, un lubrifiant sans aucun doute, laissant supposer qu'un problème technique est survenu après le départ du funiculaire à la station du bas. Les analyses chimiques devraient déterminer quelle est cette substance et si elle provient d'une partie du funiculaire. Les enquêteurs cherchent également à trouver la matière qui aurait pu brûler si vite. L'hypothèse d'un transport de matière inflammable semble toutefois écartée. Les deux enquêtes, judiciaires et techniques, qui ont été ouvertes le jour même par les autorités du pays, montrent rapidement qu'il y avait des anomalies dans l'exploitation de ce funiculaire. C'est criant de vérité et les expertises ordonnées viendront hélas confirmer par la suite les tristes prémonitions. En particulier, le système de sécurité incendie étant déficient sur plusieurs points. Il n'y avait pas de détecteur de fumée dans le funiculaire. Les extincteurs portables étaient hors de portée des passagers. Il n'y avait pas non plus de marteau brise-vitre à disposition et il n'y avait aucun interphone pour contacter le machiniste à l'avant. Autrement dit, les passagers étaient isolés et livrés à eux-mêmes. Le système chauffage installé lors de la rénovation de 1994 n'était pas adapté à un montage dans un tel véhicule. Une fuite d'huile au niveau des manomètres n'a pas été détectée lors des contrôles périodiques. Ces lacunes participeront directement au drame. En outre, un malheur ne venant jamais seul, le grand rideau de fer situé à l'entrée aval du tunnel, destiné à éviter l'appel d'air en cas d'incendie, n'a pas fonctionné. C'est une énigme. Depuis quand était-il donc hors service ? Et avait-il été correctement testé récemment ? Ces questions terribles, comme tant d'autres encore, sont dans toutes les têtes bien sûr. Le cumul de ces lacunes, le terrible bilan du drame, point n'est besoin de dire que cela a provoqué un véritable scandale, un séisme même en Autriche. L'enquête judiciaire s'achèvera le jeudi 6 septembre 2001, soit 11 mois à peine après le drame. Cela a paru bien court comme phase d'instruction judiciaire à de nombreux experts au vu des nombreuses investigations à effectuer et des multiples expertises à réaliser. Mais c'est ainsi. Au funiculaire de Kinschenhorn, des exercices de sécurité avaient bel et bien été simulés en cas d'arrêt d'urgence ou de rupture de câble. Mais, curieusement, le scénario prévoyant un incendie n'avait jamais été étudié. Certains experts se demandent aussi pourquoi ce tunnel, long tout de même de 3,3 km, ce qui est très long, ne dispose pas d'une galerie d'évacuation parallèle. La réglementation en vigueur à l'époque de sa construction ne le prévoyait pas encore, et cela n'a jamais été rajouté. Le coût, de toute façon, en aurait été prohibitif. Mais soyons modestes et n'oublions pas qu'un an auparavant, un violent incendie avait frappé le tunnel routier du Mont Blanc,
causant la mort de 39 personnes. C'était le mercredi 24 mars 1999 et la société d'exploitation du tunnel du Mont Blanc ne sera pas indemne de reproches lourds. Le mercredi 28 février 2001, en fin d'après-midi, la cabine arrière incendiée a été extraite du tunnel et descendue, à l'aide d'un treuil, à la gare inférieure. L'épave a été recouverte d'une bâche blanche comme un linceul. Toujours en position inclinée, la cabine a été une première fois examinée en l'état. Ensuite, elle sera séparée en deux parties pour être montée sur des plateformes et transportée par la route jusqu'à Lens et entreposée sous le hangar préparé à cet effet avant d'être analysée. Et fort logiquement, c'est dans l'après-midi du jeudi 1er mars 2001. Les restes calcinés de la cabine arrière ont été séparés en deux parties et transportés par camion à Lens pour être remisés dans un hangar mis tout exprès à la disposition de la préfecture de police, à l'écart de tout regard et de toute indiscrétion. Quant à la deuxième cabine, celle de tête, restée dans le haut du tunnel, elle sera extraite par la partie supérieure à Alpine Center, mais son état de fragilité extrême inquiète les techniciens. Il en sera de même de la partie de rail qu'on a dû désolidariser du reste de la voie et redescendre morceau par morceau aux fins d'expertise technique. Les mises en cause sont des employés de la firme d'exploitation du funiculaire, la Glenschirn-Bahn Kaprun, de la firme allemande Sloboda, qui a installé le radiateur non conforme, de l'entreprise Rexroth pour le système hydraulique et de l'entreprise ATS dont les portes anti-feu n'ont pas fonctionné. Différents responsables d'organismes officiels accusés d'avoir manqué à leur devoir de surveillance sont également visés par la plainte. Il s'agit plus précisément de deux employés du ministère des Transports chargés d'accorder les autorisations de mise en service et de deux membres de l'association autrichienne de contrôle technique. On se dirige alors tout droit vers un grand procès pour négligence, procès qui doit déterminer le rôle exact joué par chacun des 16 personnes de la société d'exploitation et les responsabilités éventuelles qui leur incombent. Un an plus tard, le mardi 18 juin 2002, le procès s'ouvre. Dans la grande salle d'une école de Salzbourg, spécialement libérée au vu du nombre de parties civiles citées, d'experts convoqués, d'avocats, les familles demandent justice. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Le dossier épais de 25 000 pages et garni de nombreuses côtes répondra-t-il à toutes les questions? Il va traîner en longueur, se perdre dans les méandres des expertises techniques, s'attarder sur des détails. À croire, diront certains observateurs avisés, qu'on a oublié les victimes innocentes, dont aucune n'a eu une quelconque part de responsabilité. Et, comme rien ne se passe jamais comme prévu, en février 2004, lors du prononcé du verdict, les 16 prévenus sont tous relaxés, aucune charge suffisante n'ayant été retenue contre eux. C'est un scandale dans l'enceinte du palais de justice et les familles, très remontées, assistées de leurs avocats, promettent de ne pas en rester là. Ils demandent notamment une indemnisation financière de plusieurs milliards d'euros. Le parquet avait certes fait appel pour 8 des 16 prévenus, mais un tribunal de Lens avait confirmé l'ensemble des relax en septembre 2005. Et, comme il y a des avocats américains et suisses, conseils qui défendent toutes des victimes originaires de ces pays, les assignations en justice se pleuvent. Appel est interjeté et ce sera une première victoire pour tous ceux qui n'ont rien lâché. Fin 2008, la justice fédérale autrichienne ordonne la réouverture du procès, la poursuite de la procédure se basant essentiellement sur de nouvelles preuves. Certes, nous sommes maintenant 8 ans après les faits, mais rien n'est perdu pour les parties civiles. Mais hélas, rien ne viendra contredire le premier jugement qui restera valable.
Aucune poursuite ne peut être engagée contre les 16 prévenus, au vu de la réglementation de l'époque et des divers équipements de sécurité réputés obligatoires. C'était donc un autre temps. Notons que ce cas n'est pas propre à l'Autriche. D'autres drames, en France, en Europe et partout dans le monde, ont montré les mêmes faiblesses d'alors. Matériaux non ignifugés, équipements inappropriés, manque de matériel de sécurité, absence de réglementation sévère, etc. Nous apprendrons donc toujours de nos erreurs, mais bien trop tard. Suite à la catastrophe de Kaprun, le ministère des Transports autrichien a ordonné sans tarder, à titre préventif, la fermeture de 2 autres funiculaires similaires, ceux de Montal, en Carinthie, et du glacier de Pinstal, au Tyrol, afin qu'ils subissent des vérifications techniques approfondies. Celles-ci devront également déterminer si les possibilités d'évacuation sont suffisantes et adaptées. Dès le drame connu, l'installation fut bien sûr gelée et placée sous scellé. Après les expertises et en attente du procès et des conclusions judiciaires, le tunnel fut rénové puis scellé. La date de réouverture ne fut pas communiquée. L'émotion était encore trop forte. Il n'avait été utilisé occasionnellement que pour l'alimentation en électricité et en eau. Mais de toute façon, on n'en parlait plus de réouverture. Un mémorial a été inauguré en 2004, à proximité du lieu du drame. Il rappelle avec douleur le drame de ce samedi 11 novembre 2000. Finalement, en 2014, la décision est prise de procéder à la démolition de la station d'arrivée supérieure. En effet, sauf à y entreprendre des travaux de modernisation et de mise en conformité réglementaire, travaux très lourds et financièrement insupportables pour la société d'exploitation, le site est abandonné. C'est la fin de ce terrible drame. Je souhaite beaucoup de courage aux familles des victimes. Malheureusement, il y avait très peu de photos sur cette affaire, donc j'ai fait comme je pouvais. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.